Les fers en fonte reposaient, pliés avec une précision impossible, sur les marches de granit de l'église presbytérienne Saint-Marc. Leur surface était luisante de la rosée du matin. Aucune serrure n'avait été forcée, aucun maillon brisé. Pourtant, ils étaient posés là, aussi délibérément qu'une serviette pliée sur une table à dîner. La congrégation blanche arrivant pour les prières du matin s'arrêta net, le visage blême, en suivant l'unique série d'empreintes de pieds nus qui partaient de la porte de l'église, traversait le chemin de terre et disparaissait dans la dense forêt de Virginie. Isaiah Lewis, qui avait été enchaîné et gardé à l'intérieur de cette même église la nuit précédente, s'était évanoui comme de la fumée, et le mystère de son évasion de ces liens impossibles entrait le comté de Henrico pour les générations à venir. Avant de continuer, Terrell, s'il te plaît, appuie sur le bouton d'abonnement pour ensoleiller ma journée et dis-moi d'où tu regardes dans les commentaires. L'histoire d'Isaiah Lewis ne commence pas avec sa disparition, mais 3 mois plus tôt, dans la chaleur étouffante d'août 1844. Les champs de tabac de la plantation Whitmore s'étendaient sur des centaines d'acres à travers les collines ondoyantes de Virginie, leurs larges feuilles offrant une ombre insuffisante aux dizaines de travailleurs esclaves qui peinaient sous le soleil impitoyable. Isaiah se déplaçait entre les rangs avec une efficacité acquise par la pratique. Ses mains sombres vérifiant chaque plan à la recherche de vers à cornes, son esprit bien au-delà des limites de la terre qui le tenait captif. Il avait 28 ans cet été-là, bien qu'il en parût plus, son visage buriné par les intempéries et les épreuves en quelque chose qui aurait pu appartenir à un homme de 40 ans. Son corps était mince et musclé par des années de travail au champ, ses épaules larges, ses mains calleuses et fortes. Mais c'étaient ses yeux qui le distinguaient des autres esclaves de la plantation. Il possédait une qualité qui mettait les contremaîtres mal à l'aise, une sorte d'intensité tranquille qui suggérait des pensées plus profondes que les canaux peu profonds qu'ils attendaient de ceux qu'ils considéraient comme à propriété. Isaiah était né en esclavage dans une petite ferme du comté voisin de Chesterfield, fils d'une femme nommée Dinah, morte alors qu'il avait à peine 5 ans. Ses souvenirs d'elle étaient fragmentaires, impressionnistes, juste la chaleur de son étreinte et le son de sa voix fredonnant des mélodies qui semblaient provenir d'une lointaine mémoire ancestrale. Après sa mort, il avait été vendu 2 fois avant d'atterrir sur le domaine de Whitmore à l'âge de 12 ans. Petit pour son âge, mais montrant déjà la détermination tranquille qui définirait son caractère. Le maître de la plantation Whitmore était Cornelius Whitmore, un homme de 53 ans qui se considérait comme un propriétaire d'esclaves bienveillant, une distinction qui portait comme un insigne d'honneur lors des réceptions à Richmond. Il permettait à ses esclaves de se marier, d'entretenir de petits potagers, d'assister au service religieux le dimanche matin. Il utilisait rarement le fouet lui-même, préférant laisser de telles tâches désagréables à son contremaître, un homme brutal nommé Jessup Carne, qui semblait prendre un plaisir authentique à infliger la douleur. Cornelius Whitmore se disait que cette délégation faisait de lui un homme éclairé, que la souffrance qui se produisait sous son autorité était en quelque sorte distincte de son propre caractère, car il ne maniait pas personnellement l'instrument du tourment. Isaiah avait appris très tôt que la survie signifiait de garder ses pensées cachées, son visage un masque d'obéissance placide qui ne révélait rien des calculs qui se tramaient derrière ses yeux. Il avait vu d'autres être brisés pour avoir montré leur défiance, avait vu des hommes et des femmes détruits pour le simple crime d'affirmer leur humanité. Il devint donc expert dans l'art de la servitude, disant « oui, maître » et « non, maître » avec un timing parfait, baissant les yeux aux moments opportuns, riant aux blagues grossières du contremaître lorsque le rire était attendu. Mais à l'intérieur, dans les espaces privés de son esprit, Isaiah était libre. Il collectionnait les histoires comme d'autres hommes collectionnent les pièces de monnaie, écoutant les récits chuchotés qui se transmettaient entre les esclaves dans les quartiers après la tombée de la nuit. Des histoires de ceux qui s'étaient échappés, qui avaient suivi la gourde à boire, vers le nord, vers des lieux où un homme ou une femme pouvait marcher sans chaîne. Des histoires du réseau clandestin de maisons sur les dames sympathiques qui aidaient les fugitifs dans leur voyage désespéré. Des histoires de liberté qui semblaient aussi lointaines et impossibles que les étoiles elles-mêmes, et pourtant, d'une certaine manière, plus réelles que le cycle sans fin des semailles et des récoltes qui définissait ces jours. À l'automne de cette année-là,
Cornelius Whitmore prit une décision qui allait déclencher la chaîne d'événements menant à l'évasion impossible d'Isaiah. Le maître perdait de l'argent depuis plusieurs années, ses dépenses dépassant ses profits, ses dettes atteignant des niveaux inconfortables. Il avait lourdement emprunté auprès des banques de Richmond pour étendre ses propriétés, et maintenant ses prêts arrivaient à échéance avec des taux d'intérêt qui menaçaient de consumer ce qui restait de sa fortune. Sa solution, comme celle de tant de propriétaires de plantations confrontés à des difficultés financières, fut de vendre une partie de sa propriété humaine pour couvrir ses obligations. Isaiah apprit ce projet par une fraîche soirée d'octobre, en surprenant le contremaître en discuter avec l'un des ouvriers agricoles qui servait d'informateur, échangeant des bribes d'informations contre des rations supplémentaires. 12 personnes devaient être vendues aux enchères à Richmond le mois suivant. Séparées des familles qu'elles avaient réussi à construire, envoyées vers des lieux inconnus pour travailler pour des maîtres dont le tempérament pouvait aller de l'indifférence au sadisme. Le nom d'Isaiah figurait sur cette liste. La nouvelle s'installa dans son estomac comme une pierre au fond de l'eau. Il n'avait ni femme, ni enfant, ayant délibérément évité les attachements qui pourraient être utilisés pour le contrôler ou lui être arrachés pour lui causer de la douleur. Mais il avait des amis dans les quartiers, des gens auxquels il tenait, une communauté qui était devenue ce qui se rapprochait le plus d'une famille qu'il ait connue depuis la mort de sa mère. Plus que cela, il avait son lopin de terre, sa petite collection d'effets personnels, les rythmes familiers d'une vie qui, bien que non libre, était au moins connue. Être vendu signifiait perdre même ses petites ancres, être jeté à la dérive dans l'incertitude. Cette nuit-là, allongé sur sa mince paillasse dans la cabane exiguë qu'il partageait avec 5 autres hommes, Isaiah prit sa décision. Il s'enfuirait. Les chances étaient contre lui. Il savait que les peines pour tentative d'évasion étaient sévères, allant de la flagellation brutale à la mutilation, jusqu'à la mort. Des chiens seraient lancés à sa poursuite. Des chasseurs d'esclaves avec leur réseau d'informateurs le traqueraient. Le voyage vers le nord représentait des centaines de kilomètres à travers un territoire hostile, avec peu de ressources et encore moins d'alliés. Mais l'alternative, être vendu et revendu comme du bétail, vivre ses jours sans même l'ombre d'une autonomie, n'était plus acceptable. Planifier une évasion exigeait patience et ruse. Isaiah commença ses préparatifs avec le soin d'un joueur d'échecs, pensant plusieurs coups à l'avance. Il commença à amasser de la nourriture, prenant des portions légèrement plus petites au repas et cachant des morceaux de pain de maïs et de viande séchée dans un arbre creux à la lisière des champs de tabac. Il se fabriqua un sac rudimentaire à partir d'un vieux sac de jute, l'imperméabilisant avec de la graisse fondue. Il écouta plus attentivement que jamais les histoires d'évasion réussies, essayant d'extraire des informations utiles de récits qui étaient souvent plus légendaires que factuels. Début novembre, une opportunité se présenta sous une forme inattendue. Cornelius Whitmore annonça qu'il assisterait à un rassemblement religieux à Richmond le 2e dimanche du mois, une affaire d'une journée entière comprenant des services, un repas et de longues socialisations avec d'autres membres de l'aristocratie des planteurs de Virginie. Comme il était de coutume lors de tels voyages, il emmènerait plusieurs de ses esclaves avec lui pour servir la nourriture, s'occuper des chevaux, de manière générale, répondre aux besoins des invités blancs. Isaiah fut sélectionné pour faire partie de ce groupe, choisi peut-être en raison de sa réputation de fiabilité, ou peut-être par simple hasard. Le voyage jusqu'à Richmond prit la majeure partie du samedi 6 novembre. Isaiah voyagea dans un chariot avec 3 autres esclaves, leurs poignets enchaînés ensemble, observant la campagne défiler avec des yeux qui enregistraient chaque détail. Il nota la position du soleil, la direction dans laquelle il voyageait, les points de repère qui pourraient lui servir s'il devait refaire cette route. La ville de Richmond était située sur la James River, un ensemble tentaculaire de bâtiments allant des élégantes maisons de ville aux entrepôts sommaires, ses rues animées par le commerce et une humanité de toutes sortes. Il arrivait au domaine Pendleton en fin d'après-midi. Une grande maison à la lisière ouest de la ville, entourée de jardins soigneusement entretenus qui semblaient conçus pour démontrer la richesse et le goût du propriétaire. Isaiah et les autres furent immédiatement mis au travail pour préparer le rassemblement du lendemain, transportant des provisions, installant des tables, accomplissant les innombrables tâches requises pour créer une apparence d'hospitalité sans effort. Ce soir-là, alors que l'obscurité s'installait sur Richmond, Isaiah fut enfermé avec les autres esclaves dans un bâtiment de stockage adjacent à la maison principale.
Mais Cornelius Whitmore avait une instruction supplémentaire pour son contremaître qui les avait accompagnés. Isaiah devait être sécurisé avec des précautions supplémentaires, équipé de fer aux jambes en plus des entraves standards, car des rumeurs étaient parvenues aux oreilles du maître, suggérant que son travailleur normalement docile pourrait envisager quelque chose de stupide. Les fers aux jambes étaient vieux, lourds, leur métal taché de rouille et de la sueur des porteurs précédents. Jessup Carn les attacha autour des chevilles d'Isaiah avec une satisfaction évidente, les serrant assez fort pour mordre la chair, vérifiant les serrures 2 fois pour s'assurer qu'elles tenaient fermement. Puis, comme mesure supplémentaire, il attacha une longueur de chaîne reliant les menottes d'Isaiah à ses fers aux jambes, le claudiquant efficacement dans une position qui rendait même les mouvements de base difficiles et douloureux. « J'ai entendu dire que tu posais trop de questions sur la vente aux enchères, » dit Carn, sa voix basse et menaçante alors qu'il sécurisait la dernière serrure. « J'ai entendu dire que tu avais des pensées au-dessus de ta condition. Si tu essaies quoi que ce soit, absolument quoi que ce soit, je te ferai fouetter jusqu'à ce que tu ne puisses plus te tenir debout. Tu me comprends, garçon ?» Isaiah garda les yeux baissés, sa voix soigneusement neutre. « Oui, monsieur Carn, je ne vais causer aucun problème. Je veux juste bien servir le maître et rentrer à la maison. » Carn étudia un long moment, cherchant des signes de tromperie, puis hocha la tête et partit, emportant la lanterne avec lui et plongeant la pièce de stockage dans l'obscurité. Isaiah entendit le bruit d'une lourde barre se mettre en place à l'extérieur de la porte, la dernière barrière entre lui et tout espoir de liberté. Il resta assis dans cette obscurité pendant un long moment, sentant le poids des chaînes, la morsure du métal contre sa peau. Autour de lui, il pouvait entendre la respiration des autres esclaves, certains déjà endormis malgré leur situation, d'autres éveillés avec leurs propres pensées et peurs. Dehors, à travers les petites fentes des murs, il pouvait entendre les bruits de la ville, des voix et des chevaux, et l'aboiement lointain de chiens. L'impossibilité de sa situation s'abattit sur lui comme une couverture. Même s'il pouvait d'une manière ou d'une autre sortir de cette pièce verrouillée, il était enchaîné pieds et poings avec des chaînes qui nécessiteraient les outils d'un forgeron pour être enlevés. Il n'avait ni clé, ni lime, ni levier qui pourrait briser les serrures ou les maillons. Et même si, par miracle, il échappait à ces liens, il se trouvait au milieu de Richmond, entouré de milliers de personnes qui, en voyant un homme noir sans son maître, donneraient immédiatement l'alarme. La ville avait des patrouilles de nuit spécifiquement pour attraper les fugitifs, des hommes armés qui connaissaient toutes les astuces et toutes les cachettes. Pourtant, Isaiah se surprit à penser non pas aux obstacles, mais aux histoires qu'il avait entendues au fil des ans. Des histoires d'Harriet Tubman, la femme qu'ils appelaient Moïse, qui s'était échappée de l'esclavage et était revenue encore et encore pour conduire d'autres personnes vers la liberté. Des histoires de Frédéric Douglass, qui était monté dans un train avec des papiers empruntés et avait voyagé jusqu'à la liberté. Des histoires d'innombrables hommes et femmes anonymes qui s'étaient éclipsés dans la nuit, suivant l'étoile du nord à travers les marais et les forêts, survivant grâce à la foi, la détermination et la gentillesse d'étrangers qui risquaient leur propre sécurité pour offrir leur aide. Dans chaque histoire, il y avait eu un moment où l'évasion semblait impossible, où les chances de succès étaient si faibles que toute personne rationnelle aurait abandonné. Mais les personnages de ces histoires n'avaient pas été rationnels. Ils avaient été désespérés, poussés par une faim de liberté si profonde qu'elle primait sur toute autre considération, y compris la sécurité personnelle. Ils avaient pris des risques absurdes, fait des sauts de foi impossibles, fait confiance à la providence, à la chance ou à l'intervention divine, car l'alternative était d'accepter leur chaîne pour toujours. Isaiah ferma les yeux et pensa à sa mère, essayant de se souvenir du son de son fredonnement. Il pensa aux rangées interminables de plants de tabac, à la douleur dans son dos à la fin de la journée, au goût de la peur chaque fois que Jessup Carn s'approchait avec son fouet enroulé à sa ceinture. Il pensa au bloc d'enchères à Richmond, où il serait vendu dans quelques semaines, exposé comme du bétail, piqué et examiné par des acheteurs potentiels évaluant sa valeur en dollars et en cents. Il pensa à toutes les années qui s'étendaient devant lui, des décennies de servitude sans espoir de changement, travaillant jusqu'à ce que son corps lâche et qu'il meure dans les champs ou dans une cabane exiguë, pleuré seulement par les amis qui seraient encore en vie pour se souvenir de lui. La décision se cristallisa à ce moment avec une clarté absolue. Il s'échapperait cette nuit de cette pièce verrouillée, de ces chaînes, de cette ville. Le « comment » restait mystérieux,
peut-être impossible, mais l'intention devint aussi solide et réelle que le métal liant ses membres. Il serait libre ou il serait mort, mais il ne resterait pas volontairement esclave. Isaiah passa les heures jusqu'à minuit dans un état de méditation concentrée. Sa respiration lente et délibérée, son esprit se vidant de la peur et du doute. Il avait entendu les histoires d'un vieil homme qui avait été capturé en Afrique dans sa jeunesse, des récits de pratiques qui permettaient aux guerriers d'endurer une douleur impossible, de pousser leur corps au-delà des limites humaines normales. Le vieil homme les avait appelés de différents noms dans sa langue maternelle, mais l'essence était la même. Une sorte de communion entre l'esprit et la chair qui permettait à une personne de transcender les frontières ordinaires. Que de telles choses soient réelles ou simplement légendaires, Isaiah constata que la pratique de la respiration profonde et de la concentration mentale l'amenait à un état de calme inhabituel. La douleur des fers s'estompa pour devenir un bruit de fond. La peur qui lui serrait la poitrine relâcha son étreinte. Il se sentit devenir très calme à l'intérieur, comme si une partie essentielle de son être s'était retirée dans un endroit tranquille, hors de portée des chaînes ou des maîtres. Vers minuit, il entendit du mouvement à l'extérieur de la pièce de stockage, des pas s'approchant, puis s'arrêtant près de la porte. Un instant, il se tendit, se demandant si Jessupkarn était revenu pour le surveiller ou lui infliger quelque tourment supplémentaire. Mais les pas continuèrent, et il réalisa que c'était juste un des domestiques de la maison qui faisait sa ronde tardive. Isaiah attendit encore 1 heure, jusqu'à ce que les bruits de la ville se soient presque tus, jusqu'à ce que même les autres esclaves dans la pièce avec lui soient tombés dans un sommeil profond. Puis il commença à bouger, lentement et prudemment, testant les limites de ses liens. Les chaînes reliant ses poignets à ses chevilles l'empêchaient de se tenir debout ou même de ramper normalement. Mais il découvrit qu'en roulant sur le côté et en ramenant ses genoux vers sa poitrine, il pouvait avancer de quelques centimètres sur le sol, comme une chenille blessée. Le mouvement était atroce, chaque changement de position faisant que le métal s'enfonçait plus profondément dans sa chair. Mais il persista, se déplaçant centimètre par centimètre douloureux vers le mur de la pièce de stockage. Ce qu'il cherchait, ce qu'il espérait trouver, était une faiblesse dans la construction du bâtiment. La structure était vieille, son bois usé par des années de météo virginienne, et Isaiah avait remarqué plus tôt dans la journée que certaines planches près du sol semblaient déformées et lâches. S'il pouvait trouver une fente assez large, s'il pouvait d'une manière ou d'une autre se faufiler malgré ses chaînes, il pourrait peut-être sortir sans avoir à affronter la porte barrée. Il lui fallut près d'1 heure pour parcourir les 6 mètres jusqu'au mur, sa progression exaspérément lente, son corps baigné de sueur malgré le froid de novembre. Quand il atteignit enfin les planches qu'il avait remarquées plus tôt, il passa ses mains enchaînées le long d'elles, cherchant des fentes et des faiblesses. Là, près du coin où 2 murs se rejoignaient, il trouva ce qu'il cherchait. Plusieurs planches qui bougeaient quand il poussait contre elles, leurs clous rouillés et lâches. Travaillant aussi silencieusement que possible, Isaiah commença à pousser et tirer sur les planches, essayant d'élargir l'espace entre elles. Le métal de ses chaînes raclait contre le bois, le son paraissant incroyablement fort dans la nuit silencieuse, mais aucun des autres travailleurs ne bougea. Après peut-être 20 minutes d'effort, il réussit à arracher complètement une planche, puis une autre, créant une ouverture d'environ 45 centimètres de large. Vint alors la partie vraiment difficile. L'ouverture était à peine assez grande pour qu'un homme puisse se faufiler dans des circonstances normales, et Isaiah était tout sauf libre de ses mouvements. Ses chaînes l'empêchaient d'étendre son corps droit ou d'utiliser ses membres indépendamment. Il devrait se faufiler à travers cette fente étroite tout en étant enchaîné pieds et poings, un exploit qui semblait défier les lois fondamentales de la physique. Il commença par les bras, poussant d'abord ses poignets enchaînés à travers l'ouverture, sentant l'air froid de la nuit sur sa peau, puis sa tête et ses épaules, tournant son corps dans un angle maladroit pour passer. La planche érafla sa peau, faisant couler le sang, mais il le remarqua à peine. Tout son être était concentré sur le seul objectif de passer par cette ouverture. Sa poitrine et son torse suivirent, les chaînes à ses jambes raclant contre le bois avec des sons qui semblaient devoir réveiller quelqu'un. Il s'arrêta, écoutant, mais n'entendit rien d'autre que les battements de son propre cœur. Puis il continua, faisant passer ses hanches, puis ses jambes, jusqu'à ce qu'il soit enfin allongé sur le sol froid à l'extérieur du bâtiment de stockage, libéré de ses confins,
même s'il n'était pas libéré de ses chaînes. Isaïe s'accorda 30 secondes de repos pour laisser sa respiration ralentir, pour évaluer sa situation. Il était dehors, c'était un progrès, mais il était toujours enchaîné, toujours sur le domaine Panneton, toujours au milieu d'une ville pleine de gens qui reconnaîtraient instantanément un esclave en fuite s'ils le voyaient. Il devait trouver un moyen d'enlever ses chaînes, et il devait le faire rapidement avant que quelqu'un ne découvre son absence. Il commença à ramper loin du bâtiment de stockage, sa progression toujours entravée par les chaînes reliant ses poignets et ses chevilles. Les terres du domaine étaient sombres, la maison principale une ombre imposante à peut-être 60 mètres de là. Il pouvait voir des lumières à certaines fenêtres, suggérant que certains des Blancs étaient encore éveillés, parlant, buvant et profitant de leurs privilèges, pendant que des gens comme Isaïe souffraient dans les chaînes. Près de l'arrière de la propriété, Isaïe le savait, se trouvait un petit atelier où le forgeron du domaine exerçait son métier. S'il pouvait y arriver, s'il pouvait trouver les bons outils, il pourrait peut-être briser ses liens. C'était un plan désespéré avec 1000 façons d'échouer. Mais c'était la seule option qu'il pouvait imaginer. Le trajet jusqu'à l'atelier prit près d'une demi-heure. Chaque mouvement était soigneusement calculé pour éviter de faire du bruit, chaque pause pour se reposer, rapprochant le risque d'être découvert. Mais finalement, il atteignit la petite structure en bois, sa porte sécurisée par un simple loquet plutôt qu'une serrure. Utilisant ses dents et sa mobilité manuelle limitée, il réussit à ouvrir le loquet et à se glisser à l'intérieur. L'atelier était d'un noir absolu, forçant Isaïe à travailler entièrement au toucher. Il passa ses mains le long de l'établi jusqu'à ce qu'il trouve ce dont il avait besoin, un lourd ciseau et un marteau. Vint alors la partie vraiment risquée. Il devrait frapper le ciseau contre les points les plus faibles de ses fers, et le son du métal frappant le métal se propagerait dans la nuit silencieuse. Isaïe positionna le ciseau contre la goupille de charnière d'un de ses fers de jambe, puis leva le marteau. Il hésita un court instant, sachant que cette action l'engagerait irrévocablement dans sa voie. Il n'y aurait aucune explication pour laquelle il avait essayé de briser ses chaînes, sauf la vérité, il tentait de s'échapper. S'il échouait maintenant, la punition serait sévère au-delà de toute imagination. Il abattit le marteau. L'impact envoya une secousse dans ses mains et un son métallique aigu dans l'air. Il se figea, écoutant, mais n'entendit aucun son d'alarme en réponse. Il frappa encore et au 4e coup, la goupille de charnière bougea, relâchant son emprise sur le métal. 3 autres coups et elle tomba, lui permettant d'ouvrir le fer et de le retirer de sa cheville. Travaillant avec la même méthode, Isaïe réussit à libérer son autre jambe, puis tourna son attention vers ses menottes. Celles-ci se révélèrent plus difficiles, leur construction plus robuste, leur serrure plus complexe. Mais le désespoir lui prêta force et ingéniosité. Il coinça le ciseau dans l'espace entre le bracelet et le mécanisme de verrouillage, puis fit levier de toutes ses forces. Quelque chose dans la serrure céda avec un claquement qui sembla aussi fort qu'un coup de feu. Mais toujours aucune alarme ne fut donnée, aucune voix ne cria dans l'obscurité. 20 minutes plus tard, Isaïe se tenait debout, libéré de toutes ses chaînes pour la première fois depuis des jours. Il les laissa sur l'établi, puis s'arrêta, saisi par une impulsion qui ne pouvait pas entièrement expliquer. Au lieu de simplement abandonner les fers dans des positions aléatoires, il se surprit à plier soigneusement les chaînes, à les disposer en un alignement parfait, créant une sorte d'ordre étrange à partir des instruments de sa servitude. L'action ne prit qu'un instant, mais elle semblait importante d'une certaine manière. Un acte délibéré plutôt qu'une fuite paniquée. Une déclaration que son évasion était un choix plutôt qu'un simple désespoir animal. Isaïe sortit de l'atelier et commença à se diriger vers le bord du domaine. Se déplaçant maintenant avec la vitesse fluide d'un homme sans entrave, il savait qu'il devait quitter Richmond rapidement avant que l'aube n'apporte la découverte de son évasion. Mais où pouvait-il aller? Les routes seraient pleines de patrouilles, surtout une fois l'alarme donnée. La rivière était patrouillée par des bateaux surveillant les fugitifs essayant d'utiliser l'eau comme voie d'évasion. Puis il se souvint de quelque chose qu'il avait entendu des années auparavant, un fragment de conversation entre 2 esclaves qui avaient été loués pour travailler en ville.
Ils avaient mentionné une église, Saint-Marc-Presbytian, où le ministre était réputé avoir des sympathies pour la cause abolitionniste. Plus important encore, ils avaient dit que l'église avait une cave qui se connectait à un réseau d'anciens tunnels datant des premiers jours de Richmond. Des passages qui avaient autrefois été utilisés pour le stockage et la contrebande. C'était une piste mince, peut-être rien de plus qu'une rumeur. Mais Isaiah n'avait pas de meilleures options. Il s'orienta en utilisant les étoiles, trouvant le nord puis estimant où se trouverait le quartier des églises par rapport au domaine Pendleton. Puis il commença à courir, restant dans l'ombre et les ruelles, ses pieds nus silencieux sur les rues en terre. Richmond la nuit n'était pas complètement vide. Il croisa des ivrognes titubants hors des tavernes, vit des veilleurs de nuit avec leurs lanternes au coin de rues lointains, entendit des chiens aboyer à son passage. Chaque rencontre fit battre son cœur, certain que quelqu'un l'interpellerait, lui demanderait ce qu'il faisait, verrait sur son visage la vérité sur sa situation. Mais que ce soit par habileté, par chance ou par providence divine, il traversa les rues sans être accosté. L'église presbytérienne Saint-Marc se dressait sur un terrain d'angle, sa peinture blanche fantomatique à la lumière des étoiles, son clocher pointant vers le ciel comme une accusation. Isaiah fit le tour du bâtiment une fois, cherchant des points d'entrée, et trouva une petite porte à l'arrière qui céda à la pression, sa serrure vieille faible. Il se glissa à l'intérieur, se retrouvant dans une pièce de rangement remplie de cantiques poussiéreux et de fournitures d'église. L'intérieur de l'église était complètement noir, forçant Isaiah à avancer en se guidant avec ses mains. Il trouva des escaliers menant vers le bas, descendit dans une cave qui sentait la terre et le moisi. Utilisant ses mains pour explorer l'espace, il découvrit que la cave était plus grande qu'il ne l'avait prévu, s'étendant bien au-delà de l'empreinte du bâtiment au-dessus. Et là, dans le coin le plus éloigné, derrière une pile de vieux tonneaux, il trouva ce qu'il cherchait, une ouverture dans le mur, partiellement dissimulée par des débris. Isaiah dégagea les débris et se retrouva face à un tunnel. Ses murs étaient en briques, sa construction manifestement ancienne. Il n'avait aucune idée de l'endroit où il menait, mais rester dans l'église semblait plus dangereux que d'explorer l'inconnu. Il entra dans le tunnel et commença à ramper. Le passage était étroit et bas, le forçant à se déplacer à quatre pattes dans une obscurité si complète qu'elle semblait solide. Il perdit toute notion de temps et de direction, sachant seulement qu'il avançait, loin de l'église, loin de la ville, loin de l'esclavage. Ses mains rencontrèrent de la boue et de la vase, ses genoux s'écorchèrent contre la brique rugueuse, mais il continua sans pause. Après ce qui aurait pu être 1 heure ou peut-être 3, Isaiah vit une faible diminution de l'obscurité devant lui. Il se dirigea vers elle et découvrit que le tunnel se terminait par une ouverture de grille dans un fossé de drainage à la périphérie de la ville. La grille était rouillée et céda avec un effort minimal, lui permettant de sortir à l'air libre. Il émergea dans une zone boisée juste au moment où les premières lueurs de l'aube commençaient à éclairer le ciel oriental. Derrière lui, Richmond reposait, silencieuse dans l'obscurité d'avant l'aube, ignorant qu'un homme venait de sortir de son sein comme un fantôme traversant les murs. Devant lui s'étendaient des centaines de kilomètres de territoire dangereux, mais aussi la possibilité de la liberté. Isaiah s'accorda un dernier regard sur la ville, puis se tourna vers le nord et se mit à courir. Il courut à travers les bois, suivant les sentiers de serre et les ruisseaux, mettant autant de distance que possible entre lui et la poursuite inévitable qui viendrait lorsque son absence serait découverte. Il courut jusqu'à ce que ses poumons brûlent et que ses jambes tremblent. Et puis il continua de courir. Le soleil était bien levé quand il s'autorisa enfin à s'arrêter, s'effondrant dans un creux sous un chêne tombé, son corps hurlant de fatigue. Il resta là, haletant, à peine capable de croire ce qu'il avait accompli. Contre toute attente, malgré les chaînes, les serrures et les gardes, il s'était échappé. Le voyage à venir serait long et périlleux, mais à cet instant, il était libre, et ce simple fait semblait plus miraculeux que tout ce qu'il avait jamais connu. Ce qu'Isaiah ne savait pas, ne pouvait pas savoir, alors qu'il était caché dans cette forêt, c'est que son évasion deviendrait plus qu'une simple histoire de fugitif. Quand Jessup Kahn découvrit son absence plus tard ce matin-là,
Quand il trouva la pièce de stockage vide et les planches arrachées, il se rendit immédiatement à l'atelier pour voir si Isaïa avait essayé d'y briser ses fers. Ce qu'il trouva à la place, ce furent les chaînes. Les 4 fers reposant sur l'établi en parfait alignement, pliés avec une précision impossible pour des objets de leur forme et de leur conception. Confus et en colère, Karl rassembla les chaînes et les ramena pour les montrer à Cornelius Whitmore, qui venait de finir son petit déjeuner lorsque le contremaître fit irruption avec son étrange rapport. Les 2 hommes examinèrent les fers, trouvant les dommages qu'Isaïa avait causés avec le ciseau et le marteau, mais toujours incapables d'expliquer la manière particulière dont ils avaient été disposés. Cela ressemblait moins au travail frénétique d'un esclave en fuite qu'à un arrangement artistique délibéré. Chaque pièce positionnée avec soin. « Il se moque de nous » dit Karl, le visage rouge de colère. Il les a laissés comme ça pour montrer qu'il n'a pas peur, comme s'il voulait qu'on sache qu'il a fait exprès. Whitmore ne dit rien, tournant les chaînes dans ses mains, troublé d'une manière qu'il ne pouvait pas articuler. Il y avait quelque chose de dérangeant dans ces fers soigneusement pliés, quelque chose qui parlait d'un esprit plus organisé et délibéré qui n'en avait crédité aucun de ses esclaves. Cela suggérait une planification, une intelligence, une capacité de pensée complexe qui contredisait tout ce qu'il se disait sur la nature des personnes qu'il possédait. Mais le mystère s'épaissit encore lorsqu'un des domestiques de la maison, envoyé vérifier l'église où le rassemblement avait eu lieu la veille, revint avec un rapport encore plus étrange. Le serviteur avait trouvé une autre paire de chaînes, cette fois des fers de jambes et des menottes que personne n'avait vu Isaïa retirer, disposées avec la même netteté impossible sur les marches de l'église presbytérienne Saint-Marc. Elles reposaient là comme si elles avaient été placées par des mains soigneuses, leur surface métallique couverte de la rosée du matin, un témoignage d'une présence que personne n'avait vue. Le ministre de Saint-Marc, le révérend Josiah Palmer, fut appelé pour examiner la scène. C'était un homme mince d'une 60aine d'années, aux cheveux blancs, son visage marqué par les rides de quelqu'un qui passait beaucoup de temps en contemplation. Il regarda longuement les chaînes pliées sans parler, puis s'agenouilla sur les marches et les toucha doucement, comme si elles étaient des reliques saintes plutôt que des instruments de servitude. « Il y a des mystères en ce monde, » dit-il finalement, sa voix douce, que la raison ne peut entièrement expliquer. Peut-être que ce jeune homme a eu de l'aide. Peut-être avait-il simplement la détermination qui vient d'une âme qui n'accepte pas la servitude. Mais ces chaînes, ainsi disposées, elles semblent parler de quelque chose de plus, n'est-ce pas? Elles parlent d'une personne affirmant sa dignité dans l'acte même de se défaire de ses chaînes. Elles parlent de délibération plutôt que de désespoir, de choix plutôt que de panique. Cornelius Whitmore, qui était venu à l'église avec son contremaître, s'irrita de ces mots. « Vous parlez comme si c'était quelque chose d'admirable, révérend. Cet homme est un voleur. Il s'est volé à moi. Il est ma propriété en vertu de la loi. » Palmer regarda le propriétaire de la plantation avec des yeux qui ne contenaient aucun jugement, mais aussi aucun accord. « Je ne parle que de ce que je vois, monsieur Whitmore. Ces chaînes racontent une histoire, que nous souhaitions l'entendre ou non. La nouvelle de l'esclave évadé et de ses chaînes mystérieusement pliées se répandit dans Richmond avec une vitesse remarquable. Dans l'après-midi, l'histoire s'était enrichie d'embellissements et d'ajouts, grandissant au fil des récits comme le font de telles histoires. Certains disaient qu'Isaïa avait été vu traversant des portes verrouillées. D'autres affirmaient qu'il avait survolé les murs de la ville comme un oiseau. Quelques-uns chuchotaient qu'il avait été aidé par des anges ou par la magie conjure, qu'aucun simple humain n'aurait pu échapper à des liens aussi sûrs. Des chasseurs d'esclaves furent engagés, des chiens furent amenés, et une récompense de $300 fut affichée pour la capture d'Isaïa. Mais la piste se perdit au fossé de drainage d'où il était sorti du tunnel. Les chiens tournèrent en rond, confus, incapables de suivre une odeur qui menait dans une direction cohérente. C'était comme si Isaïa avait simplement disparu de la surface de la terre après être sorti de ce tunnel. En réalité, Isaïa courait vers le nord avec la détermination acharnée d'un homme qui savait que la capture signifiait la mort. Il voyageait de nuit, suivant l'étoile du nord, se cachant le jour dans n'importe quel abri qu'il pouvait trouver.
Il mangeait ce qu'il pouvait glaner ou voler, buvait dans les ruisseaux, poussait son corps à des limites qu'il ne se connaissait pas. Il fut aidé en chemin par le réseau de personnes, noires et blanches, qui risquaient leur propre sécurité pour aider les fugitifs. Dans une grange à l'extérieur de Fredericksburg, une vieille femme Quaker lui donna de la nourriture et des chaussures, ne posant aucune question, lui indiquant simplement la prochaine maison sur la route. Dans le Maryland, il se cacha pendant 3 jours dans le sous-sol d'une famille noire libre pendant que les chasseurs d'esclaves fouillaient la région. En Pennsylvanie, ne croyant toujours pas tout à fait avoir franchi cette ligne invisible vers le territoire libre, il travailla pendant 1 semaine dans une ferme dont le propriétaire ne lui demanda que son prénom et le paya en espèces pour son travail. Isaiah continua de se déplacer vers le nord, à travers la Pennsylvanie, jusqu'à New York, et finalement, il traversa la frontière pour entrer au Canada dans le froid glacial de la fin décembre. Quand il atteignit enfin Toronto et réalisa qu'il était vraiment libre, que personne ne pouvait légalement le ramener en esclavage, il s'assit au coin d'une rue et pleura de grands sanglots déchirants qui venaient de quelque part au plus profond de lui, libérant des années de chagrin, de peur et de rage accumulées. Il trouva du travail à Toronto, construisant une vie lentement, un jour à la fois. Il épousa une femme nommée Grace, qui s'était également échappée de l'esclavage, et ensemble, ils eurent 4 enfants qui ne connaîtraient jamais les chaînes ni les maîtres. Il apprit à lire et à écrire, assista au service religieux le dimanche, devint un membre respecté de la petite communauté d'anciens esclaves qui avait fait de Toronto leur foyer. Mais Isaiah n'oublia jamais ses chaînes. Il n'oublia jamais le moment où il s'était tenu dans cet atelier, libéré de ses liens pour la première fois, poussé par un instinct qui ne comprenait toujours pas entièrement à les plier soigneusement avant de partir. Il raconta l'histoire à ses enfants et petits-enfants, essayant d'expliquer ce qu'il avait ressenti à ce moment-là, le besoin d'affirmer son humanité à travers ce petit acte de délibération. « Je voulais qu'il sache, disait-il, sa voix portant encore les cadences de la Virginie malgré des décennies au Canada, que je n'étais pas une bête fuyant en panique. Je voulais qu'il comprenne que j'étais un homme faisant un choix, reprenant ce qui m'avait été volé. Ces chaînes pliées étaient ma signature, ma déclaration que j'avais le droit de décider de mon propre destin. » L'histoire des chaînes pliées survécut longtemps après la mort d'Isaiah en 1892, à l'âge de 76 ans. Elle fut racontée et répétée dans les communautés d'esclaves évadés, devenant partie intégrante de la tradition orale de la résistance et de la résilience. Certaines versions de l'histoire mettaient l'accent sur la nature impossible de l'évasion, la qualité miraculeuse d'un homme traversant des portes verrouillées et des chaînes scellées. D'autres versions se concentraient sur les détails pratiques, le ciseau et le marteau, le vieux tunnel, le réseau d'aide le long du chemin. Mais toutes les versions s'accordaient sur l'image centrale qui donnait sa puissance à l'histoire. Ces chaînes, pliées avec une été impossible sur les marches de l'église, humides de la rosée du matin, un témoignage silencieux du refus d'un homme d'accepter la servitude. Elle devint un symbole, ces chaînes représentant non seulement l'évasion d'Isaiah, mais la possibilité d'évasion pour tous les esclaves. L'espoir que la liberté n'était pas seulement un rêve lointain, mais une réalité atteignable pour ceux qui étaient assez courageux, désespérés ou déterminés pour la saisir. En Virginie, l'histoire prit une tournure différente. Au sein de la population esclave, Isaiah devint une légende, une figure d'espoir et d'inspiration. Les parents racontaient son histoire à leurs enfants à voix basse, en faisant attention de ne pas être entendus par les maîtres ou les contremaîtres qui pourraient les punir de répandre des idées aussi dangereuses. L'histoire fut transmise de génération en génération, survivant à l'esclavage, à la guerre de sécession et à la reconstruction, devenant une partie de l'histoire cachée de la résistance qui a soutenu les communautés noires à travers des siècles d'oppression. Au sein de la population blanche, l'histoire était plus compliquée. Certains la rejetaient entièrement, la qualifiant de fabrication ou d'exagération, refusant de croire qu'un esclave puisse faire preuve d'une telle intelligence et planification. D'autres en étaient troublés, trouvant dans ces chaînes pliées un défi au récit qu'ils se racontaient sur l'esclavage, la race et la nature humaine. Si Isaiah pouvait planifier et exécuter une telle évasion, s'il pouvait penser, raisonner et agir avec une telle délibération,
Alors qu'est-ce que cela disait de l'institution qui prétendait que de telles personnes étaient incapables de se gouverner elles-mêmes? Cornelius Whitmore ne parla jamais publiquement de l'évasion d'Isaiah après l'abandon des recherches initiales. Mais ceux qui le connaissaient dirent qu'il en fut changé, qu'il devint plus silencieux et plus introspectif, moins certain de la justesse de sa position. Il vendit plusieurs esclaves avant la vente aux enchères prévues, mais annula ensuite la vente des autres, prétextant que sa situation financière avait changé. Certains dirent qu'il avait été ébranlé par l'évasion, par l'image de ces chaînes pliées qui semblaient l'accuser chaque fois qu'il fermait les yeux. Jessup Carne, le contremaître, n'eut pas une telle crise de conscience. Il devint, si possible, encore plus brutal après l'évasion d'Isaiah, comme s'il pouvait punir les autres esclaves pour le crime de la fuite réussie d'un seul homme. Mais sa cruauté finit par le rattraper. En 1848, il fut retrouvé mort dans les champs de tabac, tué par une ou des personnes inconnues. Personne ne fut jamais inculpé pour ce crime, et personne parmi la population esclave ne sembla particulièrement troublé par sa disparition. Le révérend Josiah Palmer, le ministre de Saint-Marc-Presbylian, devint de plus en plus ouvertement opposé à l'esclavage après avoir trouvé ses chaînes sur les marches de son église. Il commença à prêcher des sermons qui remettaient en question la moralité de l'institution, qui suggérait que la servitude humaine était incompatible avec les principes chrétiens. Sa congrégation, composée en grande partie de propriétaires d'esclaves et de ceux qui profitaient de l'économie esclavagiste, n'apprécia pas cette évolution de sa pensée. En 1850, on lui demanda de démissionner. Il déménagea dans le Nord, au Massachusetts, où il devint actif dans le mouvement abolitionniste, prenant la parole lors de rassemblements et écrivant des pamphlets qui appelaient à la fin immédiate de l'esclavage. Dans ses écrits, Palmer faisait souvent référence à l'histoire d'Isaiah et des chaînes pliées, les utilisant comme une métaphore de la dignité et de l'humanité des esclaves. Ces chaînes n'ont pas été simplement jetées à la hâte, écrivit-il dans un pamphlet. Elles ont été pliées avec soin, disposées avec précision, laissées comme un message pour ceux qui revendiquaient la propriété d'une autre âme. Dans ce simple acte, ce moment de délibération, Isaiah Lewis a démontré qu'il possédait toutes les qualités que nous prétendons nous rendre humains, la raison, le choix, la capacité de pensée et d'action symbolique. Si nous pouvons voir cette vérité, si nous pouvons reconnaître ce que ces chaînes pliées nous disent, alors nous devons aussi reconnaître l'horreur morale de l'esclavage lui-même. Au fil des années, à mesure que la nation se dirigeait inexorablement vers la guerre de sécession, l'histoire d'Isaiah devint une partie du récit plus large de la résistance qui contribua à alimenter la cause abolitionniste. Frédéric Douglass la mentionna dans un discours en 1857, l'utilisant comme un exemple de l'intelligence et de la capacité des esclaves. Harriet Tubman entendit l'histoire de la bouche d'esclaves évadés qu'elle guidait vers le nord sur le chemin de fer clandestin, et elle la transmit à son tour à d'autres, l'ajoutant à la réserve de récits qui inspirait les gens à tout risquer pour la liberté. La guerre de sécession éclata, et avec elle, la destruction lente et coûteuse de l'institution de l'esclavage. Lorsque les forces de l'Union occupèrent Richmond en avril 1865, certains des soldats cantonnés au domaine Pendleton entendirent des histoires de la part des anciens esclaves sur un homme nommé Isaiah, qui s'était échappé 20 ans plus tôt, laissant ses chaînes pliées dans des endroits impossibles. Les soldats furent sceptiques au début, mais les anciens esclaves insistèrent sur le fait que c'était vrai, que leurs parents et grands-parents avaient été là, avaient vu les chaînes, avaient entendu les Blancs parler avec confusion et colère. L'un de ces soldats, un jeune caporal du Massachusetts nommé Andrew Finch, fut suffisamment intrigué par l'histoire pour enquêter davantage. Il visita l'église presbytérienne Saint-Marc, qui avait été endommagée pendant la guerre mais était toujours debout. Il parla avec des gens qui se souvenaient du révérend Palmer et de l'étrange matin où des chaînes avaient été trouvées sur les marches de l'église. Il retrouva même Cornelius Whitmore, maintenant un vieil homme dont la plantation avait été détruite par la guerre, dont la fortune s'était évaporée, qui vivait dans une modeste maison à Richmond grâce à la charité de ses proches. Finch trouva Whitmore disposé à parler, peut-être parce que le monde qui avait donné un sens à sa vie avait été détruit, et qui n'avait plus rien à protéger. Le vieil homme confirma les faits fondamentaux de l'évasion d'Isaiah,
la pièce de stockage verrouillée, les chaînes qui avaient été brisées dans l'atelier, et puis, de manière impossible, les fers de jambes retrouvés pliés sur les marches de l'église. Je pensais comprendre le monde, dit Whitmore à Finch, sa voix calme, ses yeux lointains. Je pensais savoir ce qui était juste et convenable, ce que Dieu avait voulu. Ces chaînes, elles m'ont montré que j'avais tort. Pas dans un sens théologique abstrait, mais d'une manière concrète et indéniable. Cet homme, Isaiah, il avait un esprit aussi vif que n'importe quel homme blanc. Il a planifié, il a exécuté, il a réussi face à des obstacles impossibles. Et il a laissé ses chaînes comme un message, même si j'étais trop fier pour l'entendre à l'époque. Il disait, « Je suis humain, je suis digne, j'ai le droit de choisir mon propre chemin. » Et il avait raison. Que Dieu me vienne en aide. Il avait raison depuis le début. Finch nota les paroles de Whitmore et les envoya au Nord pour être publiées dans un journal de Boston, ajoutant son propre récit de l'enquête sur l'histoire. L'article suscita un regain d'intérêt pour l'évasion d'Isaiah et des efforts furent faits pour le retrouver, pour savoir ce qu'il était devenu dans les années qui avaient suivi sa fuite de Virginie. Mais Isaiah Lewis était un nom assez courant, et l'homme lui-même avait depuis longtemps décidé de laisser son passé derrière lui, de vivre sa vie au Canada sans constamment regarder par-dessus son épaule. Ce n'est qu'en 1890, 2 ans avant la mort d'Isaiah, qu'un journaliste de Toronto fit enfin le lien entre le vieil Isaiah Lewis vivant tranquillement dans cette ville et le fugitif légendaire de Virginie. Le journaliste approcha Isaiah avec prudence, ne sachant pas s'il serait disposé à parler d'événements qui remontaient à près de 50 ans. Mais Isaiah, maintenant âgé de 74 ans, les cheveux blancs, le corps courbé par l'âge mais l'esprit toujours vif, accepta de raconter son histoire une dernière fois. L'interview fut publiée dans des journaux à travers l'Amérique du Nord, donnant aux gens leur premier récit direct d'Isaiah lui-même. Il parla de manière factuelle de son évasion, ne minimisant ni les difficultés ni n'exagérant ses exploits. Interrogé sur les chaînes pliées, il marqua une longue pause avant de répondre. « On m'a interrogé sur ces chaînes des centaines de fois, dit-il, sa voix portant encore des traces de l'accent de Virginie. Les gens veulent savoir comment j'ai fait, si j'ai eu l'aide d'esprit, de la magie ou d'une intervention divine. La vérité est plus simple et peut-être plus profonde. J'ai plié ces chaînes parce que j'avais besoin d'affirmer mon humanité à ce moment-là. Je n'étais pas un animal fuyant un piège. J'étais un homme faisant un choix. Et ce choix méritait d'être marqué par l'intention et le soin. Le pliage a pris peut-être 1 minute, peut-être moins, mais cette minute a déclaré au monde, et à moi-même, que j'étais en contrôle de mes actions, que je m'étais pas simplement libéré par accident ou par chance, mais que j'avais planifié et exécuté mon évasion avec délibération. Isaiah fit une pause, puis continua, ces mots venant lentement, comme s'il en cherchait encore le sens après toutes ces années. Les gens demandent si j'avais peur. Bien sûr, j'avais peur. La peur a été ma compagne constante pendant des mois après mon évasion. Chaque son pouvait être un chasseur d'esclaves. Chaque étranger pouvait être quelqu'un qui me dénoncerait pour la récompense. Mais la peur ne contrôlait pas mes actions. Je contrôlais mes actions, et cela a fait toute la différence. Ces chaînes pliées étaient la preuve de ce contrôle, la preuve que même dans les circonstances les plus désespérées, une personne peut choisir comment réagir, peut affirmer sa dignité par une action délibérée. Interrogé sur sa vie au Canada, Isaiah parla chaleureusement de sa famille, de son travail, de la communauté qu'il avait bâtie au fil de décennies de liberté. Il parla de voir ses enfants grandir sans chaîne, de voir ses petits-enfants apprendre à lire et à écrire, des plaisirs simples d'une vie vécue selon ses propres termes. Mais il parla aussi de la douleur de la séparation, des amis et des êtres chers laissés en Virginie, des innombrables personnes qui souffraient encore de l'esclavage même après que la guerre était censée y avoir mis fin. La liberté n'est pas seulement l'absence de chaînes, dit-il. C'est la présence d'opportunités, de dignité, du droit de façonner sa propre vie. J'ai eu cette liberté pendant près de 50 ans maintenant, et je suis reconnaissant pour chaque jour. Mais je pense souvent à ceux que j'ai laissés derrière moi, à tous ceux qui n'ont pas atteint la liberté, qui sont morts en esclavage.
Leurs histoires méritent d'être racontées aussi. Pas seulement la mienne. Je ne suis qu'un homme qui a eu de la chance, qui a eu de l'aide en chemin, qui a survécu alors que tant d'autres n'ont pas survécu. Isaiah Lewis mourut le 3 mars 1892, entouré de sa famille, libre jusqu'à la fin. Ses funérailles furent suivies par des centaines de personnes, noires et blanches, qui avaient entendu son histoire et en avaient été inspirées. Ses enfants veillèrent à ce que son récit ne soit pas oublié, le transmettant à leurs enfants et petits-enfants, s'assurant que l'image de ces chaînes pliées continuerait de résonner à travers les générations. Dans les années qui suivirent, les historiens et les chercheurs tentèrent de vérifier les détails de l'évasion d'Isaiah, de séparer les faits de la légende. Ils trouvèrent des documents attestant de la programmation de sa vente, du rassemblement religieux à Richmond ce week-end de novembre 1844, de la récompense offerte pour sa capture. Ils trouvèrent les registres de commerce de Cornelius Whitmore, montrant un esclave nommé Isaiah sur ses listes de propriétés jusqu'en novembre 1844, puis répertorié comme fugitif. Ils trouvèrent même dans les archives de l'église presbytérienne Saint-Marc une brève note dans le journal du révérend Palmer sur la découverte de chaînes sur les marches de l'église, bien que Palmer ait pris soin de ne rien écrire qui puisse l'impliquer dans l'aide à un fugitif. Mais la preuve la plus convaincante restait l'histoire elle-même, racontée et répétée avec une telle constance à travers tant de sources que sa vérité essentielle semblait indéniable. Les détails pouvaient varier d'un récit à l'autre, mais le cœur restait constant. Un homme qui s'est échappé de liens impossibles et a laissé ses chaînes pliées comme un testament de son humanité et de sa détermination. Au début du XXe siècle, les spécialistes de l'histoire afro-américaine commencèrent à collecter systématiquement ces histoires, reconnaissant leur importance pour comprendre la réalité de l'esclavage et de la résistance à celui-ci. L'histoire d'Isaiah fut incluse dans plusieurs livres et articles académiques, analysés pour ce qu'elle révélait sur la psychologie des esclaves, les mécanismes de l'évasion, le rôle de la communauté et des réseaux pour faciliter la fuite vers la liberté. Certains chercheurs se sont concentrés sur les aspects symboliques des chaînes pliées, y voyant une déclaration puissante sur l'agentivité et l'identité. D'autres se sont concentrés sur les détails pratiques, essayant de reconstituer exactement comment Isaiah avait réussi à briser ses liens et à s'échapper d'un bâtiment verrouillé et gardé. Mais l'héritage le plus important de l'histoire d'Isaiah fut peut-être son impact sur ceux qui l'entendirent dans les générations suivant sa mort. Pour les Afro-Américains vivant les longues et sombres années de Jim Crow, de la ségrégation, de la discrimination et de la violence, l'image de ces chaînes pliées offrait un puissant message d'espoir et de résistance. Elle disait que même dans les circonstances les plus oppressives, même lorsque le monde semblait conçu pour vous écraser et nier votre humanité, il était possible d'affirmer votre dignité, de faire des choix qui déclaraient votre valeur, d'échapper aux liens que d'autres tentaient d'imposer. Pendant le mouvement des droits civiques des années 1950 et 1960, l'histoire d'Isaiah fut souvent invoquée par les militants et les dirigeants. Martin Luther King Jr. la mentionna dans un sermon en 1963, utilisant les chaînes pliées comme une métaphore de la résistance digne. Isaiah Lewis aurait pu simplement fuir en panique, dit King. Mais il a pris le temps de plier ses chaînes, de faire une déclaration par ce simple acte. C'est ce que nous devons faire dans notre lutte pour la justice. Ne pas simplement réagir avec colère ou peur, mais agir avec délibération et dignité, faisant de chaque choix une déclaration de notre humanité et de notre droit à la liberté. L'histoire a continué de résonner à la fin du XXe et au début du XXIe siècle. Elle était enseignée dans les écoles dans le cadre de l'histoire afro-américaine, référencée dans des livres et des films sur l'esclavage et le chemin de fer clandestin. Elle est devenue l'une de ces histoires qui transcendent leur contexte historique spécifique pour devenir une déclaration universelle sur la dignité humaine et la résistance à l'oppression. En 2008, une plaque historique a été placée sur le site où se trouvait autrefois l'église presbytérienne Saint-Marc à Richmond. L'église elle-même avait été démolie des décennies plus tôt, remplacée par des bâtiments modernes, mais la plaque garantissait que l'histoire ne serait pas oubliée. On pouvait y lire: sur ce site se trouvait l'église presbytérienne Saint-Marc.
Le matin du 7 novembre 1844, des fers en fonte furent trouvés pliés sur les marches de l'église, laissés par Isaiah Lewis, un esclave qui s'était échappé de la servitude la nuit précédente. Son acte de laisser ses chaînes ainsi disposées, plutôt que de simplement les jeter, est devenu un symbole de résistance et de dignité humaine. Isaiah Lewis a atteint la liberté au Canada et y a vécu jusqu'à sa mort en 1892. Un témoignage de l'esprit humain indomptable et du désir inextinguible de liberté. L'histoire d'Isaiah Lewis et de ses chaînes pliées perdure parce qu'elle touche à quelque chose de fondamental sur la nature humaine et la lutte pour la liberté. Elle nous dit que même dans les circonstances les plus sombres, lorsque les systèmes d'oppression semblent écrasants et que l'évasion semble impossible, les individus peuvent trouver des moyens de résister, d'affirmer leur humanité, de refuser d'accepter les limitations que d'autres tentent de leur imposer. Elle nous dit que la liberté n'est pas seulement un état physique, mais aussi un état mental et spirituel, que le premier pas vers la libération est la décision interne de ne plus accepter la servitude. L'histoire d'Isaiah nous rappelle également que l'histoire n'est pas faite uniquement par des dirigeants célèbres des batailles majeures, mais par d'innombrables actes individuels de courage et de résistance. Nous connaissons son nom et son histoire, mais il y en a eu des milliers, des dizaines de milliers d'autres qui se sont également échappés de l'esclavage, qui ont également fait le dangereux voyage vers le nord, qui ont également tout risqué pour la liberté. Chacun d'eux a une histoire digne d'être racontée. Chacun d'eux a fait des choix qui ont déclaré leur humanité et leur dignité. Les chaînes pliées d'Isaiah les représentent tous, un symbole non seulement de l'évasion d'un homme, mais du désir humain universel de liberté et d'autodétermination. En regardant en arrière sur les presque 2 siècles qui se sont écoulés depuis cette nuit de novembre 1844, nous pouvons voir comment l'histoire d'Isaiah a été façonnée et remodelée par les besoins et les perspectives de chaque génération qu'il a rencontrée. Pour ses contemporains, c'était une histoire d'évasion miraculeuse, teintée d'éléments surnaturels. Pour les abolitionnistes, c'était la preuve de l'intelligence et de la capacité des esclaves, une munition dans leur argumentation contre l'esclavage. Pour les générations suivantes, vivant à l'époque de Jim Crow et du mouvement des droits civiques, c'était une histoire de résistance digne et du pouvoir de l'action symbolique. Pour nous aujourd'hui, c'est tout cela et plus encore. Un récit à plusieurs niveaux qui continue d'offrir de nouvelles perspectives et significations. Les chaînes pliées elles-mêmes, bien sûr, n'ont pas survécu. Qu'elles aient finalement été jetées comme des curiosités, fondues pour leur métal ou simplement perdues avec le temps, nous ne le savons pas. Mais d'une certaine manière, leur disparition physique est appropriée. Ce qui importe, ce ne sont pas les morceaux de fer réels, mais ce qu'ils représentaient, l'histoire qu'ils racontaient par leur arrangement impossible sur les marches de cette église. Cette histoire perdure, transmise de génération en génération, adaptée et racontée à nouveau, mais sans jamais perdre sa puissance essentielle. Les années qu'Isaiah a passées au Canada n'ont pas été sans lutte ni défi, bien qu'il ait été d'un caractère fondamentalement différent de ceux qu'il avait endurés en Virginie. La liberté a apporté ses propres complications, ses propres exigences, ses propres questions sur l'identité et le but. À Toronto, Isaiah s'est retrouvé au sein d'une communauté grandissante d'anciens esclaves qui avaient fait le même voyage désespéré vers le nord, chacun portant ses propres cicatrices et histoires. L'hiver de 1845, son premier au Canada, a mis Isaiah à l'épreuve d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Le froid était différent de tout ce qu'il avait connu en Virginie, un froid glacial qui semblait pénétrer les murs, les vêtements et la chair elle-même. Il a trouvé du travail où il le pouvait, principalement des travaux manuels, charger et décharger des navires au port, travailler sur les chantiers de construction, faire tout ce qui était nécessaire pour gagner assez d'argent pour louer une petite chambre dans une pension qui accueillait des résidents noirs. Mais plus difficile que les épreuves physiques fut l'ajustement psychologique à la liberté. Pendant les premiers mois, Isaiah se réveillait chaque matin le cœur battant, certain que des chasseurs d'esclaves étaient à la porte, que son évasion n'avait été qu'un rêve et qu'il se retrouverait enchaîné. Il sursautait au bruit soudain, évitait de regarder les blancs dans les yeux par habitude, luttait pour comprendre qu'il pouvait marcher librement dans la rue sans papier ni permission.
C'est pendant cette période de transition difficile qu'Isaiah a rencontré Grace Andry, la femme qui allait devenir son épouse. Elle travaillait comme couturière, s'étant échappée du Maryland 3 ans plus tôt, et elle avait déjà fait l'ajustement à la liberté qu'Isaiah avait encore du mal à réaliser. Grace a vu quelque chose en lui le premier jour de leur rencontre lors d'une soirée paroissiale. Une qualité de force tranquille qui avait survécu à son épreuve, une profondeur de caractère qui parlait de quelqu'un qui avait beaucoup enduré et en était sorti intact. Leur cours fut lente et prudente. 2 personnes blessées apprenant à faire confiance à nouveau, apprenant que l'intimité n'avait pas à s'accompagner de la menace de séparation qui avait hanté les relations sous l'esclavage. Lorsqu'ils se marièrent à l'été 1846, la cérémonie fut petite mais significative, en présence d'amis de la communauté d'anciens esclaves qui comprenaient ce que signifiait construire une famille en liberté, créer des liens qui ne pouvaient être arbitrairement rompus par les caprices d'un maître. Grace devint l'encre d'Isaiah dans ses premières années, l'aidant à naviguer dans les complexités de la vie dans une société qui, bien que n'étant pas parfaite, reconnaissait au moins son humanité fondamentale. Elle lui apprit à lire et à écrire, compétences qui lui avaient été refusées sous l'esclavage, passant des heures patientes avec lui à la lueur de la lampe alors qu'il formait laborieusement des lettres et des mots. L'acte de lire ouvrit de nouveaux mondes à Isaiah, lui donnant accès aux journaux, aux livres, aux arguments écrits sur l'esclavage et l'abolition qui faisaient rage à travers l'Amérique du Nord. À mesure qu'Isaiah devenait plus lettré et plus à l'aise dans sa liberté, il commença à ressentir la responsabilité d'aider les autres qui faisaient le même voyage que lui. En 1848, il s'était impliqué dans le réseau de personnes à Toronto qui aidaient les fugitifs nouvellement arrivés, leur fournissant de la nourriture, un abri, des conseils pour trouver du travail et s'établir dans leur nouvelle maison. Il s'est appuyé sur sa propre expérience pour aider les autres à naviguer dans la difficile transition, comprenant leurs peurs et leurs incertitudes d'une manière que ceux qui étaient nés libres ne pouvaient pas. C'est grâce à ce travail qu'Isaiah a rencontré de nombreuses figures légendaires du chemin de fer clandestin. En 1851, il a eu l'occasion de parler avec Harriet Tubman lors de son passage à Toronto après l'un de ses voyages dans le Sud. Ils ont parlé pendant des heures, comparant leurs expériences, partageant des stratégies d'évasion et de contournement. Tubman était fasciné par l'histoire d'Isaiah et des chaînes pliées, y voyant un symbole puissant qu'elle utiliserait plus tard en s'adressant à des groupes d'esclaves qu'elle se préparait à conduire vers le nord. Cet acte de pliage, lui dit Tubman, sa voix intense de conviction, leur montre que la liberté commence dans l'esprit, que même lorsqu'ils sont encore enchaînés, ils peuvent commencer à penser comme des personnes libres, à agir avec intention et dessein. C'est ce que nous devons leur enseigner. Que la liberté n'est pas seulement un endroit où l'on fuit, c'est un état d'être que l'on revendique pour soi-même. Les conversations d'Isaiah avec Tubman et d'autres personnes impliquées dans le mouvement de résistance ont approfondi sa compréhension de sa propre évasion et de sa signification. Il a commencé à voir que son acte individuel de libération faisait partie d'une histoire beaucoup plus grande, une lutte collective pour la liberté qui impliquait des milliers de personnes à travers le continent. Les chaînes pliées n'étaient pas seulement sa déclaration personnelle, mais un symbole qui résonnait avec un mouvement plus large, représentant la possibilité d'une résistance digne même face à une oppression écrasante. En 1853, Grace donna naissance à leur premier enfant, une fille qu'ils nommèrent Dina en l'honneur de la mère d'Isaiah. En tenant sa fille nouveau-née pour la première fois, Isaiah fut submergé par un mélange complexe d'émotions. La joie de son arrivée, certes, mais aussi une profonde gratitude qu'elle ne connaîtrait jamais l'esclavage, ne sentirait jamais le poids des chaînes, ne serait jamais vendue loin de ses parents. Le simple fait qu'elle soit légalement sa fille, que personne ne puisse la lui prendre, semblait presque miraculeux après une vie passée sous un système qui ne reconnaissait aucun lien familial pour les esclaves. À mesure que sa famille s'agrandissait, Isaiah s'impliqua de plus en plus dans la vie politique et sociale de la communauté noire de Toronto. Il assista à des réunions où des stratégies de lutte contre l'esclavage étaient discutées, où les nouvelles des États-Unis étaient analysées et débattues. Il contribua financièrement quand il le pouvait pour soutenir le chemin de fer clandestin, sachant que chaque dollar pouvait aider à sauver une autre personne de la servitude.
Il prit la parole lors de rassemblements, racontant son histoire à des auditoires mixtes d'auditeurs noirs et blancs, utilisant l'image des chaînes pliées pour illustrer l'humanité et la capacité des esclaves. Mais Isaiah n'a jamais oublié les gens qu'il avait laissés derrière lui en Virginie. La nuit, allongé à côté de Grace pendant que leurs enfants dormaient dans la pièce voisine, il pensait aux hommes et aux femmes qui travaillaient encore dans les champs de tabac de Cornelius Whitmore, toujours soumis à la brutalité de Jessup Carne, attendant toujours leur propre chance de liberté. La culpabilité de son évasion, de s'être sauvé en laissant les autres derrière, était un poids qui portait toujours une ombre même sur ses moments les plus heureux. En 1854, Isaiah reçut une nouvelle qui changea fondamentalement sa compréhension de son évasion et de ses conséquences. Un fugitif nouvellement arrivé de Virginie apporta la nouvelle que la plantation Whitmore avait été secouée par une série d'évasions dans les années qui suivirent la fuite d'Isaiah. Plus de 20 esclaves s'étaient enfuis entre 1845 et 1854, un nombre sans précédent qui avait presque ruiné Cornelius Whitmore et l'avait forcé à vendre une grande partie de ses terres. Le fugitif, un jeune homme nommé Gabriel, qui avait travaillé dans les champs aux côtés de personnes qui se souvenaient d'Isaiah, rapporta que l'évasion d'Isaiah était devenue légendaire parmi la population esclave de la région. L'histoire des chaînes pliées s'était répandue de plantation en plantation, grandissant et évoluant, inspirant d'autres à croire que l'évasion était possible, que la liberté pouvait être gagnée par le courage et la planification. Gabriel dit qu'avant de s'enfuir, lui et plusieurs autres étaient allés voir l'église presbytérienne Saint-Marc, touchant les marches où les chaînes avaient été trouvées, puisant de la force dans le fait de savoir qu'Isaiah s'était tenu à cet endroit lors de son voyage vers la liberté. « Votre histoire nous a donné de l'espoir, » dit Gabriel à Isaiah, les yeux brillants d'émotion. Quand les choses semblaient les plus sombres, quand nous pensions que nous ne pouvions pas supporter un jour de plus, nous nous racontions l'histoire des chaînes pliées. Comment vous vous êtes libérés malgré tout ce qu'ils ont fait pour vous garder enchaînés. Cette histoire nous a gardés en vie, nous a fait croire que la liberté était possible, et maintenant me voilà, libre parce que vous nous avez montré que c'était possible. Cette révélation frappa Isaiah avec une force considérable. Il avait pensé à son évasion comme un acte solitaire, une rébellion personnelle qui n'affectait que sa propre vie. Mais les mots de Gabriel lui montrèrent que les actions ont des conséquences bien au-delà de ce que nous pouvons voir ou prédire, qu'un seul acte de courage peut se propager à travers les communautés et les années, inspirant d'autres à prendre leur propre position contre l'oppression. Les chaînes pliées n'étaient plus seulement sa déclaration, mais étaient devenues un symbole de ralliement pour des dizaines, voire des centaines d'autres. Isaiah commença à documenter les histoires des esclaves évadés qui passaient par Toronto, reconnaissant que ces récits devaient être préservés, que les générations futures auraient besoin de savoir ce qui avait été enduré et surmonté. Il remplit carnet après carnet de récits d'évasion, de familles séparées et réunies, des innombrables petits actes de résistance qui, additionnés, formaient un mouvement. Sa propre histoire n'était qu'un fil dans cette plus grande tapisserie, mais il s'assura qu'elle soit enregistrée avec précision, sans embellissement, mais aussi sans minimiser l'importance de ce qu'il avait accompli. L'approche de la guerre de sécession à la fin des années 1850 apporta une nouvelle urgence à la cause abolitionniste. Isaiah assista à des rassemblements et des réunions où des orateurs argumentaient avec passion sur la nécessité de mettre fin immédiatement à l'esclavage, d'utiliser la violence si nécessaire pour briser les chaînes qui liaient 4 millions de personnes dans le sud des États-Unis. Il comprenait la colère et la frustration qui animaient de tels arguments, ayant lui-même ressenti ces émotions pendant ces années de servitude. Mais il s'inquiétait aussi du coût d'un tel conflit, de la souffrance qu'il apporterait aux populations noires et blanches. Lorsque la guerre éclata finalement en 1861, Isaiah l'observa depuis le Canada avec un mélange d'espoir et d'effroi. Il lisait tous les comptes rendus de journaux qu'il pouvait trouver, suivant le progrès des batailles, les fortunes changeantes des forces de l'Union et de la Confédération, l'évolution lente de la guerre d'un conflit pour préserver l'Union à un conflit explicitement sur la fin de l'esclavage. Lorsque le président Abraham Lincoln publia la proclamation d'émancipation en janvier 1863, Isaiah pleura ouvertement, se permettant de croire pour la première fois que l'institution qui avait défini sa jeunesse pourrait réellement être détruite.
Après la fin de la guerre en 1865, Isaiah fut confronté à une décision que de nombreux anciens esclaves au Canada durent prendre. Devait-il retourner aux États-Unis, dans le sud où il était né et avait été asservi, pour participer à la reconstruction d'une société sans esclavage, ou devait-il rester au Canada, où il avait bâti une vie et une famille, où il était en sécurité établie? Isaiah choisit de rester au Canada, mais ses raisons étaient complexes et mûrement réfléchies. Il avait des enfants qui étaient nés libres, qui ne connaissaient d'autres foyers que Toronto, et ne voulait pas les déraciner pour retourner dans un endroit qui recelait encore tant de traumatismes pour lui. De plus, il reconnaissait que la fin de l'esclavage légal ne signifiait pas la fin de l'oppression raciale, que la lutte pour une véritable égalité serait longue et difficile. Depuis le Canada, il pouvait continuer à soutenir cette lutte sans soumettre sa famille aux dangers et aux incertitudes du sud de l'ère de la reconstruction. Mais Isaiah s'assura de maintenir des liens avec ceux qui retournaient dans le sud, qui retournaient travailler comme enseignants, ministres et organisateurs politiques dans les États du sud dévastés. Il contribua financièrement à la création d'écoles pour les anciens esclaves, à la reconstruction d'églises, aux campagnes politiques de candidats noirs se présentant aux élections pendant la brève période où les politiques de la reconstruction rendaient de telles choses possibles. Il écrivit des lettres d'encouragement et de conseil, partageant ce qu'il avait appris sur la construction d'une vie en liberté, sur la résistance aux tentatives de forcer les anciens esclaves à retourner dans des conditions se rapprochant de leur servitude antérieure. À mesure qu'Isaiah vieillissait, que ses cheveux blanchissaient et que son corps se courbait sous le poids accumulé des années, il devint une sorte de monument vivant de la lutte contre l'esclavage. Les jeunes de la communauté noire de Toronto venaient le voir pour entendre des histoires sur le bon vieux temps, sur ce qu'était l'esclavage, sur la façon dont ils s'étaient échappés. Il leur racontait tout, sans rien retenir, voulant qu'ils comprennent la pleine réalité de ce que leurs parents et grands-parents avaient enduré afin qu'ils puissent vivre en liberté. En 1879, une délégation d'historiens d'une université de Boston vint à Toronto spécifiquement pour interviewer Isaiah. Ils collectaient des histoires orales d'anciens esclaves, reconnaissant que ces témoignages de première main étaient des documents historiques inestimables qui seraient perdus à jamais une fois que la génération ayant connu l'esclavage aurait disparu. Isaiah leur parla pendant plusieurs jours, fournissant un récit détaillé non seulement de son évasion, mais de toute sa vie, de ses premiers souvenirs de sa mère à ses années à la plantation Whitmore, en passant par son voyage vers le nord et sa vie au Canada. Les historiens étaient particulièrement intéressés par les chaînes pliées, par l'état d'esprit d'Isaiah lorsqu'il avait pris ces quelques instants supplémentaires pour les arranger soigneusement avant de fuir. Isaiah tenta d'expliquer que l'acte avait été à la fois calculé et instinctif, qu'à ce moment-là, il avait été poussé par le besoin d'affirmer son agentivité, de démontrer par un geste symbolique qu'il était une personne capable d'action délibérée plutôt qu'un animal fuyant en panique. Je savais que ces chaînes seraient retrouvées, leur dit Isaiah, sa voix encore forte malgré son âge. Je savais que quelqu'un les verrait et se demanderait comment je m'étais libéré, comment je les avais arrangés si soigneusement. Et je voulais cette confusion. Je voulais qu'ils comprennent qu'ils avaient affaire à un esprit aussi capable que le leur. Je suppose que c'était une sorte de défi, mais aussi une sorte de communication. Je disais, à travers ces chaînes pliées, que je comprenais ce qu'elles représentaient, que je les rejetais consciemment, que j'avais le droit et la capacité de faire ce choix. L'un des historiens demanda à Isaiah s'il avait des regrets concernant son évasion, des moments où il aurait souhaité avoir agi différemment. Isaiah réfléchit attentivement à la question avant de répondre, son esprit parcourant les décennies jusqu'à cette nuit de novembre à Richmond. « Je regrette de n'avoir pu emmener d'autres avec moi, » dit-il finalement. « Je regrette que ma liberté se soit faite au prix de laisser derrière moi des gens qui méritaient tout autant la liberté que moi. Je regrette la souffrance qui a continué pendant encore 20 ans avant que l'esclavage ne prenne enfin fin. Mais l'évasion elle-même, non, je n'ai aucun regret à ce sujet. C'était le bon choix, le seul choix qui préservait mon humanité. Si j'étais resté, si j'avais accepté mon sort et été allé à ce bloc d'enchères, j'aurais collaboré à ma propre déshumanisation. Fuir était un acte d'autopréservation, oui, mais aussi un acte de nécessité morale.
La relation d'Isaïa avec son passé devint plus complexe avec l'âge. Le traumatisme de l'esclavage ne s'est pas simplement estompé avec le temps ou la distance. Il faisait encore des cauchemars occasionnellement, des rêves où il était de retour dans les champs de tabac sous le soleil impitoyable, ou enchaîné et ramené en Virginie, ou debout sur un bloc d'enchères pendant que des étrangers évaluaient sa valeur. Grace apprit à reconnaître les signes lorsqu'il se réveillait de tels rêves. La sueur sur son visage, la respiration rapide, la désorientation momentanée alors qu'il se souvenait où il était et qu'il était libre. Mais à côté du traumatisme, il y avait aussi un puits profond de force qu'Isaïa avait développé à travers ses expériences. Il avait survécu à l'esclavage, s'était échappé contre toute attente, avait bâti une vie en liberté, avait élevé des enfants qui ne connaîtraient jamais la servitude. Ces accomplissements lui donnaient un sens à sa vie, un but qui le soutint dans ces dernières années. Il n'avait pas simplement enduré, il avait surmonté, et cela faisait toute la différence. En 1887, 5 ans avant sa mort, Isaiah fut invité à prendre la parole lors d'un grand rassemblement à Toronto commémorant le 50e anniversaire de l'accession au trône de la reine Victoria. Les organisateurs voulaient qu'il parle de ce que signifiait la liberté du point de vue de quelqu'un qui avait vécu avec et sans elle. Isaiah accepta l'invitation, y voyant une occasion de partager son message avec une nouvelle génération. Debout devant une foule de plusieurs centaines de personnes, noires et blanches, Isaiah parle à son hôte, puisant dans des souvenirs qui restaient vifs malgré le temps passé. Il parla du poids des chaînes, à la fois physique et psychologique. Il décrivit le moment où il s'était tenu, libéré de ses liens pour la première fois, le sentiment presque indescriptible de libération qu'il avait parcouru. Et il parla des chaînes pliées, expliquant ce qu'elles avaient signifié pour lui et ce qu'elles en étaient venues à représenter pour les autres. La liberté n'est pas simplement l'absence de chaînes, dit Isaiah à la foule, sa voix pourtant malgré son âge. C'est la présence de possibilités, de choix, de la capacité de façonner son propre destin. Quand j'ai plié ces chaînes avant de les laisser derrière moi, je faisais une déclaration sur qui j'étais et qui j'avais l'intention d'être. Je disais que mon évasion n'était pas un accident ou un moment de panique aveugle, mais un choix délibéré fait par un être humain pensant et ressentant. Cette distinction comptait alors et elle compte maintenant. Nous devons toujours nous souvenir que notre humanité ne nous est pas accordée par d'autres. Elle est inhérente en nous, et aucun système d'oppression ne peut vraiment nous l'enlever à moins que nous y renoncions nous-mêmes. Le discours fut accueilli par une ovation debout, et ensuite, des dizaines de personnes vinrent parler à Isaiah, lui serrer la main, lui dire comment son histoire les avait affectés. De jeunes hommes et femmes noirs lui dirent qu'il puisait de la force dans son exemple, que lorsqu'il faisait face à la discrimination ou aux préjugés, il pensait aux chaînes pliées et se souvenait que la dignité pouvait être maintenue même face à l'oppression. Des auditeurs blancs lui dirent que son histoire leur avait ouvert les yeux sur la réalité de l'esclavage, les avait aidés à comprendre l'humanité de ceux qui avaient été asservis d'une manière que les arguments abstraits n'auraient jamais pu faire. Dans ces dernières années, Isaiah connut la satisfaction de voir ses enfants et petits-enfants s'épanouir d'une manière qui aurait été impossible sous l'esclavage. Sa fille Dina devint enseignante, éduquant les enfants de la communauté noire de Toronto. Ses fils trouvèrent du travail comme artisans et commerçants, membres respectés de leur communauté. Ses petits-enfants allèrent à l'école, apprirent à lire et à écrire dès leur plus jeune âge, grandirent en connaissant la liberté comme leur droit de naissance plutôt que comme un prix durement gagné. Isaiah Lewis mourut paisiblement dans son sommeil le 3 mars 1892, avec Grace lui tenant la main. Il avait 76 ans, ayant vécu plus de la moitié de sa vie en liberté, ayant vu la fin de l'esclavage et le début d'une longue lutte vers une véritable égalité. À ses funérailles, orateur après orateur se leva pour parler de son impact, de l'exemple qu'il avait donné, de l'histoire des chaînes pliées qui en avait inspiré tant. Un orateur, un jeune ministre né après la fin de l'esclavage, a saisi quelque chose d'essentiel sur l'héritage d'Isaiah. Frère Isaiah nous a montré que la résistance prend de nombreuses formes, a dit le ministre. Elle peut être l'acte dramatique de l'évasion, oui, mais elle peut aussi être le petit geste qui affirme la dignité et l'humanité. Ces chaînes,
plié avec soin au milieu d'une fuite désespérée, nous rappelle que nous sommes toujours plus que nos circonstances, que nous pouvons choisir comment répondre à l'oppression, que même dans les moments les plus sombres, nous avons le pouvoir de faire des déclarations sur qui nous sommes et ce que nous défendons. Cette leçon reste vitale aujourd'hui alors que nous continuons à lutter pour la justice et l'égalité. Frère Isaïe nous a quittés, mais son exemple demeure, nous appelant à agir avec courage et intention dans nos propres luttes. L'histoire d'Isaiah Lewis et de ses chaînes pliées ne s'est pas terminée avec sa mort. Elle a continué d'être racontée et répétée, adaptée à de nouveaux contextes et de nouvelles luttes. Pendant la grande migration du début du XXe siècle, lorsque des millions d'Afro-Américains ont quitté le sud rural pour les villes du Nord, l'histoire d'Isaiah a souvent été invoquée comme un exemple du courage nécessaire pour laisser derrière soit le connu, aussi précis soit-il, pour la promesse incertaine de la liberté ailleurs. Pendant le mouvement des droits civiques, les militants ont établi des parallèles explicites entre l'acte d'Isaiah de laisser ses chaînes pliées et la stratégie de la résistance non violente. Les deux impliquaient un refus de répondre à la violence par la violence, un engagement à maintenir la dignité même face à une oppression brutale, une croyance que les actions symboliques pouvaient porter une signification profonde et inspirer d'autres à agir. La référence de Martin Luther King Jr. à Isaiah dans son sermon de 1963 n'était pas un cas isolé, mais faisait partie d'un schéma plus large de leaders des droits civiques trouvant inspiration et orientation dans les histoires de ceux qui avaient résisté à l'esclavage. En fin de compte, Isaiah Lewis nous a donné plus qu'un simple récit d'évasion passionnant. Il nous a donné une leçon magistrale de résistance, nous montrant que même les plus petits actes de délibération et de choix peuvent avoir une signification profonde. En prenant ces quelques instants supplémentaires pour plier ses chaînes avant de fuir, en refusant de les abandonner simplement dans sa panique pour s'échapper, il a créé un symbole durable qui a inspiré d'innombrables personnes au cours de près de 200 ans. Son histoire nous rappelle que la liberté n'est pas accordée par d'autres, mais revendiquée par des individus par des actes de courage et de détermination. Elle nous montre que la dignité n'est pas quelque chose qui peut être enlevé par des chaînes, des lois ou des systèmes d'oppression, mais quelque chose qui réside dans l'esprit humain et peut être affirmé même dans les circonstances les plus désespérées. Et elle nous apprend que parfois, les déclarations les plus puissantes sont les plus simples, comme un jeu de chaînes pliées avec soin et laissées pour que d'autres les trouvent. Une déclaration silencieuse qui résonne à travers les siècles, disant « J'étais ici, j'étais humain, j'ai fait mon choix et j'étais libre ».